Salut à toutes et tous, bienvenue sur Web Girondin dans cet entretien avec Adrien Cabon, coach mental pour athlètes et spécialisé sur l'accompagnement des footballeurs. Nous vous proposons cet entretien à l'écrit, en podcast et en vidéo sur Web Girondin. Bienvenue Adrien. Merci Nicolas, très content d'être avec toi, très content de pouvoir faire cette intervention et puis de parler de mental et puis des Girondins qui sont leaders depuis peu. Donc ça implique des choses aussi au niveau mental sur lesquelles on va pouvoir échanger. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent? Ouais, avec plaisir. Donc moi du coup, je m'appelle Adrien Cabon, j'ai 29 ans. Je suis originaire de Bretagne, j'ai un parcours du coup d'ancien jeune footballeur de haut niveau. Moi, je suis passé par du coup plus jeune le Pôle Espoir, donc de Ploufragan en Bretagne. Après, j'ai été recruté par l'Olympique Lyonnais à 15 ans. J'avais eu des touches avec Bordeaux aussi, mais comme je te l'avais évoqué, j'avais préféré aller du côté de l'Olympique Lyonnais à l'époque. Donc de 15 ans à 20 ans, j'étais sous contrat du coup aspirant stagiaire à l'Olympique Lyonnais. Et puis derrière, moi, j'ai joué aussi 2 ans aux États-Unis. Donc, j'ai fait 2 ans en première division NCAA là-bas aux États-Unis. Et puis, c'est tous vécu, si tu veux, d'anciens footballeurs aussi, avec les difficultés que ça comprend et puis tous les challenges aussi quand on est dans un milieu de haute performance, qui m'ont mené petit à petit, du coup, à me former en préparation mentale à partir de 2020. Et puis, c'est depuis 2021, si tu veux, que je suis vraiment coach mental, donc spécialisé dans le football, que j'ai pu développer ma C'est ça. méthode et puis que j'ai pu accompagner déjà un peu plus de 60 footballeurs, donc des professionnels, mais pas que, aussi des joueurs semi-pro, même des amateurs, voilà, qui sont vraiment à la recherche de l'amélioration de la performance, qui souhaitent parfois atteindre le niveau N2, N3, et puis déjà vivre du football, même si on n'en vit pas comme les professionnels, mais on peut déjà avoir des contrats fédéraux, et puis ça peut être intéressant. Donc voilà, donc ça va faire bientôt 4 ans, du coup, maintenant que je fais ça, et Très que, bien. que je m'éclate au quotidien. Bon, c'est super. Mm. Tu m'as dit, on s'était eu au téléphone avant cette Ouais. émission et tu m'as dit, que tu avais, coaché, certains joueurs passés par les Girondins de Bordeaux. Quelques noms comme ça pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent? Ouais, alors il y avait notamment du coup Thil Sissoko, donc qui avait fait toute sa formation à Bordeaux et puis qui avait signé son premier contrat pro, qui avait pas réussi à s'imposer, mais qui maintenant continue sa carrière du côté de là du coup qui est au Portugal, qui a été reprêté là en Ligue 2 cette année. Ouais, Et puis sinon, il y avait aussi Ibrahim Diarra, donc pareil, qui avait signé pro plus jeune au Girondins, génération 98, il me semble, hein, si je me trompe pas. Et donc, qui lui, du coup, c'est un petit peu plus difficile. Là, actuellement, il est plutôt du côté il était du côté de la N2. Il me semble que cette année-là, que sur cette deuxième partie de saison, il était sans club. Donc, d'accord, voilà, un petit peu plus compliqué là. d'accord, et ces joueurs-là, toi, tu les as accompagnés avant qu'ils signent leur premier contrat professionnel ou après? Comment ça s'est passé? Alors du coup, c'était après, hein, c'était après. Typiquement avec Thiel, le travail quand on avait commencé à le faire avec Thiel, c'était juste après, c'était sa première année à QRM. Donc c'est sa première année en prêt à QRM, donc c'est sa première année en Ligue 2. D'accord, Et on avait fait un accompagnement sur toute la deuxième partie de saison. Thiel était vraiment dans cette logique, entre guillemets, voilà, c'est un mec super intelligent et qui voulait mettre du coup un maximum de choses en place aussi pour mieux performer. À l'époque, il était déjà, si tu veux, titulaire, mais il voulait aller chercher ces petites choses supplémentaires pour être vraiment à son top niveau tous les week-ends et puis vraiment s'imposer définitivement, être vraiment, entre guillemets, le boss de la défense, dans la relance, prendre un peu je plus de vois. risques, tu vois. Et donc, Mmh. du coup, on avait fait un gros travail sur la deuxième partie de saison. Et puis Très après, bien. on avait mis comment dire, des choses en place aussi par la suite. Là, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Mais du coup, c'était à cette période-là. Et puis Ibrahim, c'était plus récemment, je pense que c'était il y a 1 an et demi, il me semble. D'accord, 1 an et demi, c'était la période où il avait repris avec Bobigny en N2. Euh, d'accord, donc, où il cherchait un petit peu à se relancer. Mais avec Ibrahim, on a fait que un ou deux coachings. Il n'y a pas eu de vrai accompagnement, si tu veux, comme avec Thiel. C'est-à-dire d'accord. que moi, généralement, je fais des accompagnements vraiment où on va travailler en profondeur sur plusieurs mois au moins. Avec Ibrahim, ça s'était fait Ouais. un petit peu différemment. Donc, c'était juste il avait juste touché rapidement, mais il n'avait pas pu vraiment expérimenter plus en profondeur, tu vois.
Donc, on va voir ensemble pourquoi et comment accompagner les joueurs de football avec un focus bien sûr sur les Girondins, hein. Sur Web Ouais. Girondins, on est obligé, hein, d'avoir ce focus-là. En plus, c'est intéressant parce qu'ils ont des échéances, les joueurs, avec une petite pression qui arrive, même une grosse pression. On va voir Mmh. comment ils peuvent la surmonter, puisqu'ils luttent pour monter en National 1. Mmh. Et voir comment ils peuvent être donc accompagnés pour atteindre leurs objectifs et malgré tout l'environnement qui peut exister dans la vie d'un footballeur. Mmh. Première question que je te pose, Adrien. Dis-moi. Hem, Pourquoi les footballeurs ont besoin d'être accompagnés par un coach mental? Alors pourquoi? Bah, c'est parce que donc du coup, il y a tout un environnement, c'est encore plus le cas quand on est au niveau professionnel, mais il y a tout un environnement qui peut, nous distraire, on va dire. On va dire qu'il y a des distractions, externes et des distractions internes. Les distractions externes, c'est tout ce qui va être, dans mon environnement, donc bah, sur le terrain, mais aussi dans mon quotidien de footballeur. Donc sur le terrain, ça peut juste être, un adversaire qui va, m'intimider, m'insulter, mon coéquipier qui fait une remarque parce que je lui ai pas fait la passe, mon coach qui me fait une remarque, l'arbitre, enfin bref, les supporters, il y a plein de choses déjà sur le terrain qui peuvent, venir me distraire. Et puis après au niveau du quotidien, bah, forcément quand on est dans le monde professionnel, il y a tout ce qui est aussi, pression médiatique autour, qui fait partie de ces distracteurs. Et après, quand je parle de distracteurs internes, là, c'est vraiment bah, mes propres pensées en tant qu'être humain, mes propres émotions, qui peuvent à un moment donné aussi me faire perdre du coup mon focus, ma concentration, et bah, du coup me faire prendre un temps de retard sur l'action qui se passe là, sur ma prise de décision, de faire l'appel ou pas, de faire la passe ou pas, de prendre la frappe ou pas, et cetera. Donc c'est surtout pour ça que c'est intéressant de travailler avec un préparateur mental. Si tu veux, si je simplifie, en fait, le but pour un joueur quand il travaille en préparation mentale, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle l'état de flow. Donc l'état de flow, c'est un état, bah, de concentration maximale, OK? Et donc, bah, forcément, quand on n'a pas appris à gérer toutes ces distractions-là que je t'évoque, et ben, en fait, de rentrer dans cet état-là, naturellement, c'est très compliqué. Donc il y a eu pas mal de recherches aussi sur ce sujet-là, sur cet état de flow, donc qui est au final un état psychologique optimal, simplement si je le simplifie. Et les chercheurs se sont rendus compte de ça, si tu veux. Ils se sont rendus compte que les sportifs rentraient rarement dans cet état-là, et quand ils y rentraient, et bah, c'était inconscient et ils ne savaient pas quels leviers mentaux ils avaient réussi à activer sans se rendre compte. Et donc, du coup, bah, pour la performance et la haute régularité, comme les pros le cherchent, bah, c'est problématique parce que du coup, je ne sais pas comment je suis rentré dans cet état-là. Donc, comment je vais faire pour y retourner? Et donc, du coup, si Mmh. tu veux, donc, du coup, c'est ça le vrai but, c'est en activant, enfin, en travaillant sur différents piliers mentaux. Donc, moi, si tu veux, j'ai développé une méthode à partir en simplifiant un petit peu les recherches scientifiques sur l'état de flou. Eux, D'accord. ils avaient fait ressortir les 9 caractéristiques de cet état-là, mental. Et donc, moi, j'ai simplifié ça en 3 piliers mentaux qui sont, on va dire, plus simples et plus faciles à comprendre pour tous parce que c'est pas du langage scientifique un petit peu codé. Et au final, moi, c'est sur 10 compétences mentales spécifiques que je peux venir travailler pour les aider à atteindre plus régulièrement, du coup, cet état de concentration optimale qui leur permet, bah, au final, d'utiliser vraiment 100% de leurs capacités techniques, tactiques, physiques. Donc voilà, si je peux compléter pour casser peut-être aussi un mythe qu'il Tu y a, pas un c'est psychologue, quoi? non, c'est pas Non, un psychologue. C'est pas un psychologue, pas c'est-à-dire ça. que la différence entre moi et entre un coach mental, par exemple, et un psychologue, le psychologue, il va vraiment venir, enfin, il peut faire plein de choses, le psychologue, mais il est pas orienté performance. Le psychologue, il est plutôt orienté, bien-être, même s'il y a un lien forcément entre les 2, hein, mais c'est bien-être et hem, le psychologue, il va pouvoir résoudre aussi, bah, des traumatismes, psychologiques, psycho-émotionnels. Chose que Mmh. moi, typiquement, c'est pas du tout mon dada. Moi, si tu veux, mon but, c'est de permettre aux joueurs vraiment, bah, de reconnecter à son potentiel, voire de l'activer plus pour qu'il se pousse encore plus. Mais c'est vraiment dans une logique, tu vois, de performance, et Je pas comprends. forcément de problème au final, tu vois? Je comprends. Le pourcentage dans la performance d'un joueur, donc il y a le physique, il y a l'entraînement, Ouais. il y a la tactique. Le mental, ça représente combien de pourcentage sur la performance globale? De 0 à 100? On peut dire que c'est combien, le mental? Ça agit sur combien? Le mental, pour moi, c'est 80 minimum. D'accord, c'est-à-dire que c'est un joueur qui est hyper technique, qui est physique, mais s'il a pas le mental, Ouais, il n'y arrivera pas. ce que je te dis, c'est surtout plus tu montes en niveau de performance, plus ce que je te dis, c'est réel. Dans le sens où, heu, je prends un exemple personnel. Par exemple, tu vois, quand j'étais, à l'Olympique Lyonnais, tu vois? Quand j'étais au centre de formation de l'OL, quand tu arrives, bah, dans la réserve professionnelle, quand on était à 15 ans, quand on est arrivé à 15 ans de la génération 95, donc ma génération, on était peut-être, je crois qu'on devait être
plus de 40 joueurs, presque 40 joueurs de la même génération à 15 ans, tu vois, Mmh. avec 2 équipes complètes. À 18 ans, les joueurs qui étaient stagiaires, je crois, on était 5. Il y en avait peut-être 2 qui avaient déjà signé pro, tu vois. Mais donc, du coup, il y a vraiment Oui, très peu de oui, ça s'est personnes. resserré, quoi. Il y a la Voilà, concurrence, quoi. ça s'est resserré. Et à ce niveau-là, techniquement, tactiquement, physiquement, on est quasiment tous au même niveau. On est quasiment tous au même niveau. On peut tous aller titiller les pros. Et après, ce qui fait la différence, c'est quand tu montes là-haut, est-ce que justement, bah, tu es dans l'état d'esprit qui te permet bah, de montrer tout ce que tu es capable de faire et après de créer aussi un momentum positif, qui te fait prendre conscience que ah, mais c'est possible en fait. Tu vois? Ah, c'est possible, je peux jouer à ce niveau. Et une fois qu'il y a cette croyance, au final, qui arrive dans ton esprit, et ben là, quelquefois, c'est ça en effet qui fait la différence d'un joueur à l'autre, alors que peut-être que l'autre joueur est plus talentueux, tu vois? Mmh. Et il y a Oui, il des faut il y a passer des le cap, exemples. quoi. Faut passer le cap. Je comprends, mais Exactement. c'est intéressant. Mais du coup, est-ce que ces jeunes joueurs, ils sont accompagnés? On va parler des Girondins juste après, Ouais. mais est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font cet accompagnement avant de signer pro, justement pour se donner les moyens, les parents peut-être qui aident Mmh. ou le club peut-être qui leur met à disposition des coachs mentaux? Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont accompagnés aujourd'hui Je pense sur ce plan-là? qu'il y a de plus en plus de joueurs qui le sont. Il y a de plus en plus de joueurs qui le sont, mais je pense qu'il y a encore, on est encore, on va dire, je pense qu'on est en dessous des 50, tu vois? Pour donner un chiffre comme ça approximatif, selon moi, c'est moins de 50 de joueurs qui sont accompagnés et on va dire, c'est de mieux en mieux puisque dans les clubs, dans les centres de formation aussi, petit à petit, ils mettent des choses à disposition pour les joueurs. Hem, Après, ce qui est compliqué parfois aussi, c'est qu'avec des coachs mentaux qui sont uniquement internes au club, pour l'avoir vécu, c'est vrai que les jeunes, ils se méfient un petit peu de ça, tu vois? Quand tu es jeune, entre 15 et 18 ans, que tu es dans un club pro, tu as pas forcément l'impression que le club pense à ton intérêt avant le sien et donc du coup, comme dans il y a l'aspect économique, il y a le foot business, aujourd'hui et cetera. Pour un joueur, il part du principe que le club, il va penser à lui avant de penser aux joueurs, à lui, D'accord, à je l'entreprise. comprends. Donc du coup, quelquefois, il y a des joueurs aussi qui ont peur qu'il y ait un manque de confidentialité avec, les préparateurs mentaux au sein du club. D'accord. Du coup, je sais que ça en freine pas mal, tu vois? Donc c'est bien de mettre ces initiatives en place et c'est bien, mais je pense qu'il y a peut-être des choses à améliorer pour que les joueurs aient plus envie d'y aller et que ça soit plus une démarche qui est faite de façon, proactive. Mais bon, ça évolue et puis c'est sûr que dans l'idéal, ce serait bien de mettre des choses en place, tu vois, à partir de 15-16 ans parce qu'en effet, ça peut vraiment te faire passer le cap, du monde professionnel. Mais c'est vrai qu'avant 18 ans, d'avoir la maturité de comprendre pourquoi je dois faire ce travail et à quel point c'est pertinent, à quel point ça va m'aider, bah, c'est vrai que là, il faut vraiment avoir un entourage qui a déjà une connaissance du sujet pour te le transmettre et te l'expliquer. Parce que sinon, c'est vrai que quand tu es jeune, ça peut être dur de comprendre ces choses-là et de comprendre l'intérêt, tu vois? Un accompagnement, il est obligatoirement fait individuellement? Ouais, pour moi, c'est obligatoire. C'est Les obligatoire. les entraîneurs qui sont formés un petit peu, à la préparation mentale. Bon, les coachs de haut niveau, comme Bruno Herles, j'imagine, Ouais, il est là aussi pour préparer ses joueurs mentalement. Mais un ouais, coach mental, lui, c'est différent. C'est individuellement pour, que le joueur maîtrise ses émotions et arrive ouais. Ouais, c'est ça, à tout à fait. performer. C'est D'accord, ça, pas individuel. Pas ouais, pas collectif, pardon. non, bah, en fait, si tu veux, pour moi, c'est, collectivement, tu peux, aborder des premières choses, commencer à former, et enfin, collectivement, tu peux faire de la formation. Mais tu peux pas faire du coaching, tu peux pas vraiment rentrer en profondeur et tu peux pas, entre guillemets, bah, sur des compétences mentales précises comme la gestion des émotions, la concentration, la confiance ou l'acceptation ou la fixation d'objectifs individuels, tu peux pas aller en profondeur avec le mec et puis venir aussi travailler, bon là, c'est sur des termes un peu plus techniques, mais sur, Mmh. son système de croyance, sur ses valeurs pour comprendre vraiment profondément pourquoi il réagit comme ça et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le changer, tu vois? Donc collectivement, c'est bien pour en parler, pour de la découverte. D'accord, Mais si tu veux vraiment avoir du résultat dans les performances joueurs, tu es obligé de passer par l'individuel. je comprends.
Mmh. Donc là, les Girondins, on voit, hein, ils ont les joueurs des Girondins qui sont des joueurs qui ont connu le haut niveau pour certains, la Ligue 2, Oui, le professionnalisme, d'autres OK. non, même s'ils jouaient en N2, N3, même si c'est pas professionnel, mais ils en vivent avec des contrats fédéraux dont tu parlais tout Oui, à l'heure. Comment savoir si ces joueurs du qui vont jouer sous pression? Là, on le voit, hein, et nous, à Bordeaux, on a déjà vécu, des joueurs sous pression qui craquent, lors de matchs essentiels. mmh, Comment savoir si ce groupe de joueurs à Bordeaux est apte à supporter la pression? Comment ils peuvent faire là, et Bruno Irles? Parce que j'ai envie de dire, s'ils voulaient se donner tous les moyens possibles, il faudrait que chaque joueur ait son propre coach mental. Alors peut-être qu'ils en ont certains. Qu'est-ce que mmh qu'est-ce mh. qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, sur comment faire pour savoir si les joueurs sont prêts? Mmh. Comment faire pour savoir si les joueurs sont prêts sans leur avoir parlé, c'est compliqué, hein. Non, C'est-à-dire mais le que coach non, mais le ouais, coach, comment il peut faire lui? Si tu te plaçais, du point de vue du coach, ouais, comment il peut savoir si son attaquant, il va pas trembler peut-être sur un match crucial sur la montée? On se souvient le match face à Annecy, Bordeaux là, en mmh, 2023, ouais, où on doit à 2 matchs 2 journées de la fin, on est positionné pour monter, par exemple en Ligue 1. mmh On doit mh, absolument faire au minimum un match nul et les joueurs, ils n'arrivent pas à marquer un but. Ça tremble devant le ouais, but, ils n'y arrivent pas. Comment on peut mmh, savoir comment tu peux savoir quand tu es coach, ouais, coach Irles, hein, pas ouais, coach j'ai mental, compris, que ton ouais, joueur, est capable, de ne pas craquer? Tu peux OK. pas? Bah Si? bah, je pense que si, tu peux. Je pense que si, tu peux parce qu'en fait, au final, le coach, donc monsieur Herlès aujourd'hui aux Girondins, pour moi, en réalité, c'est le premier préparateur mental. OK? Mais c'est le premier préparateur mental, c'est-à-dire que, bah, c'est lui qui va avoir le plus d'influence, sur les joueurs et donc lui, s'il est capable déjà, bah, d'avoir cet échange avec ses attaquants, avec ses joueurs qui sont déterminants, qui peuvent faire des différences et bah, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet échange, qualitatif avec eux pour être capable humainement de sentir où est-ce qu'il en est, OK? Et puis c'est sûr que s'il a bah, des choses précises en tête, une méthode précise en tête sur laquelle, se baser, exemple: «Ah bah tiens, je vais checker comment il est au niveau émotionnel» ou «Je vais checker, comment il est actuellement au niveau confiance» avec deux trois questions, ou «Je vais checker comment il est là sur la motivation» et bah, ça va lui permettre de tout de suite, avoir des critères pour Ouais. savoir, voilà, tiens, je vais aller parler avec lui un petit peu là-dessus par rapport au dernier match, là, comment il se sent depuis qu'il a raté telle occasion, j'ai vu qu'il était un petit peu frustré. C'est vraiment pour moi de l'échange qualitatif qui peut lui permettre d'avoir des clés et des réponses sur ah, où est-ce qu'il en est. Et puis après aussi, quelque chose qui peut être pertinent à faire, c'est que, hem, mais là-dessus aussi, il faut être assez avancé sur ces notions-là, c'est que, donc pour répondre à la question, c'est via l'échange, Oui, il peut oui, c'est ce réussir que à j'ai détecter compris. Un entretien individuel, un échange, un ouais. questionnement, voilà, ouais. Exactement, exactement. C'est ça qui peut lui permettre de sentir si le mec est prêt et puis Mmh. après, moi je vais peut-être un petit peu plus loin, mais si pour l'aider justement aussi à être réellement prêt, typiquement pour un attaquant, hem, moi quelque chose sur lequel, je viens beaucoup travailler avec les joueurs que j'accompagne et notamment quand c'est l'attaquant ou notamment quand il y a cette, obligation de résultat d'une certaine manière que le coach a aussi. Le Oui. coach est dans cette obligation de résultat, il est jugé que par ça. Et du coup, dans ces situations, dans ce contexte-là, il y a quelque chose qui est assez contre-intuitif qu'il faut chercher à apprendre à faire. C'est de réussir en fait à rester focalisé sur, là, au moment du match, tout ce que toi tu fais, mais dans tes comportements. OK? C'est-à-dire que tout ce qui au final, monsieur Herlès, là, aujourd'hui, il met des choses en place au niveau tactique, mais il y a un adversaire en face qui met des choses aussi en place au niveau tactique, qui va réagir, et cetera. Donc il y a seulement une certaine quantité d'informations qu'il peut maîtriser et il peut juste faire du mieux qu'il peut sur ces choses-là, tu vois? Et c'est un peu dans cette logique dans laquelle, il faut réussir à mettre son attaquant aussi, pour que lui, il puisse rester focalisé juste sur, bah, son identité de jeu, qu'il a en tant que joueur, ses points forts principaux qui lui ont déjà permis de faire des différences et qui pourraient encore lui permettre de le faire, tu vois? Pour avoir un maximum de chances d'atteindre le résultat escompté, si tu veux, tu vois? Je comprends.
Pourquoi des joueurs moyens peuvent, des joueurs, pas des joueurs moyens, c'est pas ça que je veux dire. Pourquoi, certains joueurs dans les moments décisifs, bah, tu me diras, c'est les grands joueurs, eux arrivent toujours Mmh, à répondre présent et dans les moments cruciaux et tu as des joueurs, beh, ils tremblent à un moment donné, mmh, beh, tu dois marquer. Tu sais que si tu marques pas, beh, tu as le club qui va pas monter, tu peux avoir une crise, ouais, institutionnelle, ton club même, il peut être liquidé, je vais voir plus loin mmh, que sur les mmh, mmh, Girondins. Tu as une mmh, mmh. pression énorme. Qu'est-ce qui va faire la différence dans la préparation du joueur, dans sa tête, sur, ces moments-là? Comment tu le prépares, toi? Bah, là-dessus, c'est pareil. Vu qu'il y a en gros, il y a 10 compétences mentales sur lesquelles on peut venir et ça peut venir de chacune d'entre elles. Mais la plus grande différence, moi, que je vois entre typiquement, si on prend le grand joueur qui va, dans les matchs en jeu se sublimer et le bon joueur qui va, dans les matchs en jeu, être, pas vraiment à son meilleur niveau, pour moi, c'est surtout lié à la gestion de la pression, à la gestion du stress et du coup, le joueur, en fait, qui va comment dire? Qui va réussir à performer, c'est forcément un joueur qui, quand il ressent du stress et bah, il considère que c'est déjà normal et qui va pas chercher à le faire disparaître ou quoi que ce soit, mais qui va réussir à l'utiliser pour sa performance. OK? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, typiquement, même que moi j'accompagne en coaching, beaucoup de joueurs qui vont chercher simplement quand ils stressent à, minimiser l'enjeu, à, faire des exercices de respiration, à se dire: «Ouais, c'est pas grave, c'est que du foot». Mais ça, en réalité, ça fonctionne pas parce que c'est réel, l'enjeu, il est là. Donc si tu cherches à le minimiser, ça marchera pas. Ton cerveau, il va te ramener à la réalité. Non, il y a un enjeu, c'est très important. Le club, il peut réellement couler ou, bah, c'est réellement ça qui va déterminer la suite là. Donc Mmh. c'est réel. Donc il faut réussir en fait à, bah, être OK avec cet enjeu, voir la réalité en face et après faire en sorte de rester quand même un petit peu plus dans le jeu, pour avoir ce côté créatif qui fait que tu es à nouveau ce gamin en fait qui joue simplement au football et qui est Mmh. du coup capable d'être libéré et puis après les choses, elles se font naturellement à ce moment-là, tu vois? Mais c'est vraiment au niveau de la gestion du stress et la gestion du stress, un joueur qui le gère bien comparé à un joueur qui le gère pas bien, le joueur qui le gère bien, c'est parce que le stress, il a une perception, du stress comme quelque chose d'utile. OK? Il a pas une perception du stress comme quelque chose de négatif qui va le faire déjouer. Ouais, Il je voit le comprends. stress comme, tu vois, quelque chose d'utile qui va l'aider à C'est potentiellement faire plus. Et c'est un peu pour ça que quand tu es en position d'outsider, tu es un peu plus libéré que quand tu es, Mmh, c'est le chasseur et le chassé. Quand tu es le chasseur, c'est plus facile. Quand tu es le chassé, beh, peut-être tu ouais, as un peu plus de pression. Je sais pas ce que tu en penses? je suis d'accord avec toi et c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est plus difficile, tu vois, de rester tout en haut que d'y arriver. D'y arriver, c'est déjà très dur, mais d'y Mmh, rester, quand tu y restes, tu as toute la pression, toutes les attentes à mmh. gérer et donc là, c'est autre chose, c'est clair. Et on voit les joueurs de Saint-Malo qui craquent complètement et qui n'ont pas gagné un match, puisqu'ils sont en Mmh, duel avec Bordeaux, depuis le début de l'année mmh, et c'est ce qui fait que Bordeaux en ayant ce mode «chasseur» entre guillemets, d'ailleurs les joueurs ont employé ce mot-là, hein, donc tu vois qu'ils s'étaient OK, mis, ouais. et Bordeaux qui a fait son premier match en tant que leader ce week-end et qui a perdu, tu vois? Mmh. Mmh, Donc mmh, mmh. c'est là où il faut que les joueurs peut-être, je sais pas, peut-être se détendent, peut-être que c'était juste un accident, mais à vérifier sur le deuxième match. Je sais pas comment les parce que quand dans ton staff, tu as pas de préparateur mental, c'est au coach, au staff de trouver les mots quoi, finalement, en Ouais. individuel quoi, mais est-ce que tu peux, si tu as pas fait un suivi de longue durée Mmh mh. ou dans le temps, arriver sur, peut-être là, bon là, ils ont déjà dû commencer, on est au mois de février, mars, avril, mai, il reste, 4 mois, Mmh. 3-4 mois. Est-ce que tu peux quand même avoir des résultats assez rapides avec un coach mental? Tu peux, tu peux, mais quand tu dis assez rapide, tu penses à quel, C'est-à-dire, là, il les prépare, alors j'imagine qu'il a pas attendu le début de la saison, ouais, mais admettons, ils font appel à un coach mental, peut-être qu'ils le font, je ne sais pas, ouais, aujourd'hui pour préparer certains joueurs de l'effectif et ouais, ils se disent: «Tiens, on est dans les 3 derniers mois, là, il faut que les joueurs soient au top. On va engager Adrien», je dis un exemple, ouais, «qui va s'occuper de tel et tel joueur avec l'accord du joueur». Est-ce que s'ils engagent un coach mental là, mi-février, ça permet, d'avoir des résultats, assez rapidement, avant la fin de la saison? ouais. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est moi, je te dirais, c'est sur, on va dire sur 3 mois comme ça, c'est possible.
tu vois? C'est possible quelquefois, c'est même possible sur moins de temps, mais, entre guillemets, si tu es dans une logique vraiment, plus long-termiste, bon, bah, c'est pas la meilleure solution. C'est une solution, c'est possible, mais bah, forcément, plus tu mets les choses en place tôt, plus quand le moment fatidique et en jeu arrive, plus le joueur sait comment «le gérer» entre guillemets, tu Mmh. vois? Donc oui, c'est possible, mais c'est pas optimal. Après, c'est sûr que si monsieur Herlès, il m'appelle, on peut faire des bonnes choses, hein. Non, non, bien sûr, mais non, non, mais c'est pour peut-être qu'ils le font déjà, je ne sais pas. C'est Je possible me qu'il le souviens fasse. l'année dernière et l'année précédente, on avait un joueur qui s'appelait Clément Michelin à Bordeaux, qui avait été catastrophique. Il avait été recruté et il avait avoué, la saison suivante qu'il avait pris, sur les derniers mois de la saison qui se terminait pour bien Mmh préparer sa saison qui arrivait, un coach mental et ça mh. l'avait permis, justement, d'être meilleur et de redevenir titulaire, par exemple, Ouais. donc Mmh mh. et il s'en cachait pas. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu tabou chez les joueurs, non? C'est encore un petit peu tabou. Oui? C'est encore un petit peu D'accord. tabou, ouais, tout à fait, ouais, Mmh. ouais. C'est ça le problème. Bon, moi, c'est vrai que vu que je suis spécialisé dans le football, j'ai pas accompagné beaucoup d'autres sportifs, donc je me rends pas compte comment c'est dans les autres sports. Mais pour être aussi issu du milieu du football, c'est vrai que c'est encore un petit peu tabou. Ça change petit à petit, mais ça l'est encore un peu. Il y a encore un petit peu aussi cette croyance de: «Bon, bah, si je travaille mon mental, c'est que forcément je suis faible». Ou, la croyance de, beh, en fait, le mental, bah, je peux pas le travailler, c'est soit je l'ai, soit je l'ai pas. Tu vois? Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a encore ça quelquefois qui a un petit peu la peau dure dans le football, même si ça évolue petit à petit et puis, les joueurs commencent à comprendre que c'est vraiment un outil à l'optimisation de la performance qui peut être super intéressant. Je sais pas ce qu'on peut ajouter parce que je pense qu'on va tomber sur les mêmes questions, mais c'est vrai qu'à Bordeaux, tu as la pression des supporters, la pression du club, avec Mmh. l'avenir du club, la pression de Mmh. la direction aussi, la Mmh pression mh. des médias. On voit que les joueurs, pour l'instant, le vivent bien. Est-ce qu'ils doivent se couper de tout l'environnement extérieur, les joueurs? Est-ce que c'est préférable ou pas du tout? Ou ça dépend vraiment de chacun pour être bon, Je pour pense que éviter de prendre la pression? je pense que ça dépend de chacun. Après se couper totalement, non. Après oui, par exemple, si tu penses à se couper, des réseaux sociaux, se couper un petit peu des journaux et cetera, ça, c'est propre à chacun et en effet, si le joueur justement, il sent que ces choses-là aujourd'hui, il est pas capable de les gérer et bah, dans l'instantané, mieux vaut s'en couper, avant d'apprendre à les gérer entre guillemets, tu vois? Mais c'est vraiment, c'est propre à chacun. Et c'est ouais, c'est en fonction de ton ressenti, tu vois? Et donc là, les exercices à faire là pour les joueurs, c'est obligatoire ou ils peuvent pas le faire tout seuls? Ils sont obligés d'avoir une tierce personne? Il y a des exercices qu'ils peuvent commencer à faire seuls, en préparation mentale. Ils peuvent essayer de mettre des choses en place seuls déjà. Si je prends les outils classiques de préparation mentale, si je pense, par exemple, à des exercices de visualisation, par exemple, ou, des exercices de méditation pour donner 2 choses qui sont, Mmh. connues. On voit ce que c'est, on peut trouver des ressources sur internet pour, bah, commencer à le faire en autonomie. Ça, c'est des choses qu'on peut commencer à faire en autonomie, et qui peuvent être intéressantes, même si bon, c'est vrai que généralement quand on le fait en autonomie, on le fait pas forcément de la bonne manière pour que ça ait le résultat escompté. Mais on peut commencer comme ça, par ce genre d'exercice et après c'est vrai que pour aller plus en profondeur, là, c'est nécessaire d'être accompagné et puis d'avoir l'expertise d'un professionnel. Si tu étais Bruno Herlès, tu ferais quoi là? Sur l'aspect Bah, sur mental? ce sujet-là, pour, se mettre sur le sujet préparation mentale. Alors tu n'es Alors, pas Bruno Herlès, je le sais, bien sûr, mais bien tu sûr, ferais bien quoi? sûr. Tu ferais quoi? Moi, franchement, si je suis à sa place, hem, dans cette situation-là actuellement, je sais pas. Si j'étais à sa place en début de saison, je mets forcément quelqu'un en place sur l'aspect mental. Je mets forcément quelqu'un en place sur l'aspect mental qui m'aide moi aussi en tant que coach, heu, à l'idée, à manager mon groupe au final, tu vois? Parce qu'au final, c'est en tant que préparateur mental, tu es là en tant que soutien du coach. Pour l'aider, tu vois? Et moi, je suis à la place de Bruno Orlais, je prends forcément quelqu'un. Après, il faut prendre quelqu'un de confiance. Ça, c'est aussi un blocage, pour pas mal de coachs aujourd'hui, je pense, dans le football. C'est qu'ils ont un peu l'impression que s'il y a un préparateur mental qui arrive dans le groupe, ils vont perdre de leur influence auprès des joueurs et ils ont peur de ça, les coachs, ce qu'on peut comprendre, Ah bon? légitimement. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais qu'il y a cette peur, de l'entraîneur de perdre un peu son influence sur son groupe et de pas pouvoir l'influencer autant.
entre guillemets. Donc, c'est pour ça que c'est sûr qu'il faut être très, très aligné entre le préparateur mental et le coach principal de l'équipe. Mais après, honnêtement, si là, actuellement, il n'y a rien qui est mis en place sur l'aspect mental, je ne sais pas si je prendrais quelqu'un sur l'aspect mental juste pour là, sur la fin de saison. Tu vois? Parce que c'est plus compliqué pour le coach, à moins qu'il ait déjà quelqu'un qu'il connaît très bien, mais de le mettre comme ça, à ce moment-là de la saison, ça sort comme ça, là, de nulle part, c'est risqué quand même, je trouve. Parce que c'est pas les meilleures conditions pour le faire, de 1. Et donc, du coup, juste en ayant dit ça, en fait, vu que c'est pas les meilleures conditions pour pas le faire, Ouais, mais est-ce c'est qu'il vaut mieux pas faire quelque chose que de ne rien faire? De bah, ça plus que ce qui a été fait? ouais, bah, ça dépend de la situation, ça dépend de la situation, ça dépend de Oui, comment là voilà. l'équipe performe actuellement, Mmh. ça dépend surtout de ça, en fait. C'est sûr que si Mmh. là actuellement, c'est en dégringolade là depuis 5 matchs et dans les performances, putain les joueurs on les reconnaît plus, bon bah oui, là le contexte change donc là, bah là, oui dans ce cas-là, autant mettre toutes les chances de notre côté. Mais ça c'est vraiment contextuel et ça va dépendre Ouais, vraiment je du comprends. poids de la performance terrain, tu vois? Ouais, ouais, je comprends. Mmh. Ce serait plus Saint-Malo qu'on aurait besoin que nous, Ouais, que les Saint-Malo Girondins. Saint-Malo C'est c'est ça. possible. Ouais. Mais bon, on va pas leur dire. Bon, quoique après tu peux les démarcher, hein. Mais je rigole. Bon, ben voilà, écoute Adrien, c'est intéressant, comme réflexion. Après, je pense qu'on a vu un peu tous les aspects. Je sais pas s'il y a des aspects, que toi tu veux peut-être ajouter sur le contexte bordelais ou avec ton œil de professionnel? Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaiterais ajouter? Moi, ce que je veux peut-être ce qui peut être intéressant d'ajouter, c'est que, c'est vrai que là, avec, les Girondins, ce qui peut être, ce à quoi il faut faire attention chez les joueurs, pour le coach notamment, c'est, c'est au niveau, on va dire aussi, donc là, il y a 2 aspects. Il y a sur l'aspect, gestion des émotions et sur l'aspect motivationnel. Dans le sens où, sur l'aspect motivationnel, je pense plus aux joueurs des joueurs justement qui ont l'habitude d'être au-dessus. Des joueurs qui ont l'habitude d'être au-dessus, qui savent qu'ils ne sont pas, entre guillemets «forcément à leur place», qu'ils sont censés être à un niveau supérieur et ces joueurs-là, s'il y en a dans le groupe, bah, à partir du moment où on les identifie, faut réussir à les motiver avec un objectif individuel qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout de la saison, vraiment à 100 et à 200 pour le club, tu vois? Parce que le problème, c'est qu'un joueur qui naturellement, il se dit: «Vas-y, c'est bon, la N2 pour moi, c'est facile». Motivation, si là, sur les 10 derniers matchs, on voit qu'il y a de la défaite, mmh ça va être plus dur à gérer pour lui. Donc entre guillemets, ça c'est le premier point, c'est qu'au niveau motivationnel, ça peut avoir un impact et puis après au niveau gestion émotionnelle, bon, bah, au niveau gestion émotionnelle, c'est plus un travail de profondeur. Donc non, là, c'est plus, ce que je rajoute, c'est plus sur l'aspect motivation. Attention, aux joueurs, qui seraient peut-être pas assez, connectés au projet du groupe, à l'aventure, humaine de la saison et à ce que le club cherche à refaire et qu'ils soient uniquement focalisés sur, leur intérêt personnel, et qu'ils en oublient un petit peu sur la fin de saison l'objectif et le club. Ouais, c'est vrai que c'est le danger parfois, dans le football. Fin de saison, mercato, changement de club, changement de projet, selon comment les résultats évoluent, certains peuvent se déconnecter, ouais. C'est vrai que ça Mmh, peut, mmh, ça peut jouer. Merci Adrien pour cet échange, c'était super intéressant. J'espère que ça a intéressé celles et ceux qui ont écouté ou qui ont regardé la vidéo. On te retrouve pour ceux que ça intéresse, peut-être d'aller plus loin ou de s'informer sur le sujet. Tu as un site internet, je crois? adriencabon.fr et puis après je suis présent aussi, beaucoup sur Instagram, Adrien Cabon. Donc Et les réseaux. plaisir si certains souhaitent échanger sur le sujet et que j'espère que ça leur a plu aussi et que ça a pu leur donner des petites informations, des petites billes pour mieux comprendre les choses. Voilà, c'est un angle un peu, transversal, Mmh. sur la performance des joueurs avec le focus sur Bordeaux. Merci Adrien, à bientôt. Salut à tous. Salut, ciao, ciao. Au revoir.